Bonjour à tous. Pour cette seconde partie, nous quittons la grotte en Russie pour nous diriger en Antarctique. Nous avons capté une cité construite par les Atlantes sous les glaces appelée Ursina, qui est intacte à ce jour. On va donc, avec le télépathe en état modifié de conscience, vous faire découvrir comment était ce lieu et leur mode de vie. Donc, je rappelle que l'enquête a été faite il y a 2 ans, que j'écoute dans mon casque la voix du canal et je répète. Donc, je demande au télépathe de se connecter sur une ville atlante et une ville lui apparaît au nom de Ursina. Shambhala, c'était une ville de commerce, pas spécialement intéressante. Agartha, c'était une mégapole, mais c'était plus une zone où étaient prises des décisions assez importantes. C'était pas le lieu vraiment idéal pour connaître la vie des Atlantes. C'est bon de signaler que cette ville servait à ça, mais c'est tout. Ursina, c'est vraiment la vie la mieux. C'est pas la plus grande, mais c'est certainement la plus intéressante. Donc on va donc aborder leur mode de vie, leur façon de diriger les choses, pour avoir des infos là-dessus. Donc on va essayer de décrire la vie d'un habitant, et ensuite on partira dans le général, comment la ville est gérée, et tout ce qui s'ensuit. Donc je vais donc laisser le télépathe se connecter et il va me dire tout ce qu'il capte. Donc les naissances, on sait déjà comment ça se passe, on l'a vu dans l'autre séance. Donc jusqu'à l'âge de 2 ans, les enfants ne sont que élevés par les mamans, ne sont en contact que de personnes féminines. Le féminin il est valorisé chez les Atlantes, beaucoup plus que le masculin. Au temps des Atlantes, il n'y a aucune violence du côté des femmes. Du côté des hommes non plus, mais les hommes ne savent pas contrôler leur ego. Donc même s'il n'y a pas de violence, il y a toujours des petites formes de jalousie, bien qu'elles paraissent insignifiantes par rapport aux humains. Elles sont quand même présentes. Pour donner plus de chance aux enfants, leurs 2 premières années ne sont qu'avec des femmes. Une mère dort avec son fils jusqu'à ses 2 ans. Cependant, la journée, c'est pas forcément elle qui est avec son fils. Chaque femme majeure, donc la majorité était aux environs de 15 ans, ce qui correspondrait à nous, à notre majorité. À 15 ans, une femme était suffisamment mûre, pas pour enfanter, elle n'enfantait pas avant 20 ans, mais pour s'occuper d'enfants. Donc chaque femme avait le devoir, c'était un peu comme nous le service militaire, de s'occuper d'autres enfants. Elle n'avait pas le choix, mais aucune ne se forçait tellement elle trouvait ça bien. C'était naturel. Elles adoraient toutes s'occuper d'enfants. Donc jusqu'à leurs 2 ans, on leur apprenait à s'exprimer, on leur apprenait à marcher et à léviter.
On va parler en temps humain pour qu'on comprenne là. Au bout d'environ 6 mois, on leur offre un cristal qu'on leur met autour du cou. Ils porteront ce cristal toute leur vie. Ce cristal, il est comme clipsé sur un médaillon qui est autour d'une chaîne, autour du cou. Quand ils ont besoin, ils enlèvent ce cristal. S'ils ont besoin de prendre un moyen de locomotion, c'est ce cristal qui va énergiser le moyen de locomotion. On leur apprend aussi à respecter les autres, la solidarité. Et ils ne reçoivent que de l'amour. Pas un seul enfant ne reçoit une correction, ni physique, ni verbale. La manière dont ils sont élevés, ils ne sont jamais dans la rébellion. C'est tout bonnement impossible. À partir de 2 ans, on écarte les hommes des femmes. C'est-à-dire les enfants-filles sont élevés d'un côté et les garçons de l'autre. On sait qu'à partir de là, les hommes, le peu d'ego qu'ils ont, va commencer à se développer. Il ne faut pas contaminer la fille. Et l'humain a accentué ça. L'humain moderne, si on regarde bien, il n'y avait que des hommes à la tête du pouvoir. Les premières femmes qui sont venues au pouvoir, elles sont venues parce que on a réussi à leur mettre leur ego en valeur. Chez les Atlantes, on a toujours su le contenir. Donc les filles elles continuent d'être élevées par des femmes, les garçons indifféremment, tantôt des femmes, pour tout ce qui est instruction spirituelle en particulier, et par les hommes pour tout ce qui est instruction de la 3D. On leur apprend aux garçons à respecter les filles, à ne pas les prendre pour des objets, et aux filles, on leur apprend à ne pas se comporter comme des déesses, à ne pas rabaisser l'homme, et à ne pas le prendre non plus pour son esclave. Les filles ont tendance, une fois qu'elles ont un compagnon, de s'en servir un peu comme domestique. En fait, il y avait un juste équilibre. Jusqu'à leurs 12 ans. Donc jusqu'à 12 ans, c'est ainsi. On leur apprend aux femmes à aimer les enfants. On leur apprend tout ce qui est médicinal pour le corps de la 3D, absolument tout. Elles doivent connaître sur le bout des doigts chaque plante, chaque algue, chaque particule de la nature qui peut apporter un bienfait au corps.
On leur explique aussi que le plaisir du corps doit être accompagné d'un plaisir spirituel. Ne pas se donner du plaisir pour avoir du plaisir, mais se donner du plaisir par amour. On fait la même chose avec les hommes. On leur explique que la femme n'est pas un objet du désir. Quand on a choisi, on la respecte. Il faut savoir que les Atlantes faisaient aussi beaucoup l'amour par plaisir. Faut pas croire qu'ils faisaient que l'amour pour procréer. Ce plaisir était quasi quotidien, mais entièrement consentant. Beaucoup de plaisir était autorisé à partir du moment que les deux y trouvaient leur compte, sans jalousie. La sodomie était réservée uniquement aux divins, interdite ailleurs. Elle ouvrait des pactes. Tout le reste était autorisé. Seule la pénétration anale avec objet, les doigts ou la langue et le pénis était interdite, dans un sens comme dans l'autre. L'homosexualité ne fait pas partie du monde des Atlantes. Aucunement. Les hommes apprenaient à construire des demeures, des palaces, des temples, des routes. Sur leur corpulence physique, on les classait. Ils ne choisissaient pas quel métier ils allaient faire. On leur disait quel métier ils allaient faire. C'était très souvent en fonction de leur capacité physique. Les hommes étaient très forts. Ils avaient quasiment la force d'un gorille aujourd'hui. Si on prenait un homme extrêmement musclé de notre époque, même un jeune de 15 ans était plus fort que lui. Un homme était capable de lever sans aucun souci 200 kilos. On leur apprenait aussi la lévitation, évidemment. On leur apprenait à maîtriser des allées. On leur montrait où poser des petites antennes, comment alimenter ces antennes et comment créer un couloir de lévitation. Leur principale mission, c'était de construire les villes. Chaque ville s'agrandissait sans cesse. Il y avait aussi pour les hommes une fonction nourricière. Les femmes se connectaient à chacun de leurs compagnons et elles l'envoyaient chasser les plantes, les cueillir, les trier, les sécher. Beaucoup de femmes abusaient de ce pouvoir. L'homme était un peu leur domestique. On avait beau les briefer très jeunes, elles ont souvent profité de ce pouvoir. Donc l'homme était un peu comme son petit toutou. Il ne se sentait pas dégradé pour autant.
mais il y avait beaucoup de profit. Les hommes et les femmes dormaient dans la même pièce, mais dans un lit différent. L'accouplement se faisait très souvent par terre. Des couvertures étaient mises et entre deux couvertures, il y avait une espèce de paille d'herbe, il ne voit pas trop ce que c'est. Et ça partait comme ça. Il s'allongeait et il copulait. C'était quasi quotidien. C'était souvent la femme qui était initiatrice de l'acte. Si un compagnon ne la satisfaisait pas, elle était en droit de le repousser et en chercher un autre. Seuls les hommes qui étaient capables de satisfaire leur femme restaient avec elle toute leur vie. Tant qu'elle déclarait un compagnon à l'assemblée, elle n'avait pas le droit de voir un autre homme. Les célibataires non plus. Un homme délaissé par sa compagne avait le droit aussi de la quitter, mais pas obligation de supporter sa compagne. En général, 70% des couples restaient ensemble. Les hommes qui partaient profondément en 5D étaient mieux traités que les autres. Ils arrivaient à satisfaire leurs femmes, même quand ils partaient loin du territoire. Ils continuaient de contenter leurs femmes. Donc je fais une pause pour vous expliquer qu'ils avaient la particularité de sortir de leur corps, de faire des sorties de corps donc, et lorsqu'ils étaient loin, ils pouvaient connecter avec la partie en 5D de leur femme, ils pouvaient alors avoir des rapports en 5D avec leur corps physique en 3D. Les autres étaient plus vus comme de la populace. Ça paraît hard quand on en parle comme ça, mais c'était quand même la meilleure des solutions pour garder un peuple uni. C'est laisser l'infériorité masculine en place. On en connaît aujourd'hui les terribles dégâts. La femme représente la douceur, la tendresse, l'amour, la joie. Une femme respecte ses propres sentiments. La femme a été dégradée quand Anu est arrivé. Elle est aujourd'hui reléguée comme un objet sans valeur pour la vie de tous les jours. Le matin, le couple se quitte. L'homme va accomplir son métier du lever du soleil jusqu'au coucher. La femme doit donner la moitié de sa journée aux enfants. L'autre moitié, elle doit nourrir les corps, féminins et masculins, et les enfants. C'est une tâche
qui n'est pas dégradante, c'est un honneur de nourrir les autres. Elle ne nourrissait pas forcément sa famille. Elle avait elle aussi un planning à suivre. Tel jour elle faisait à manger, elle emmenait dans telle demeure. Un autre jour c'était pour les enfants, un autre jour c'était pour peut-être son voisin. Une autre fois, très rarement, c'était pour elle, son compagnon et ses propres enfants. Elle ne savait jamais trop à l'avance pour qui elle allait cuisiner, mais c'était ainsi. Le partage et l'échange permettaient à tout le monde de se voir. Dans une vie, tout le monde avait au moins fait à manger une fois pour quelqu'un d'autre. Il y avait, dans les métiers des hommes, un métier particulièrement important. C'était l'entretien des grilles énergétiques et cristallines. C'était chronophage et énergivore. Les âmes qui avaient ce métier mouraient plus jeunes que les autres. En général, ils ne fondaient pas de famille. Ils allaient rarement au-delà de 40 ans. Leur principale mission, c'était de maintenir en état les deux grilles et repousser les assaillants. Ils passaient tellement d'énergie à les repousser qu'ils se vidaient physiquement aussi. Ils avaient, au sein du peuple atlante, la même considération que les femmes. Quand leur corps s'éteignait, ils avaient droit à de grandes cérémonies aussi. Il y avait aussi des métiers particuliers pour les femmes. Certaines femmes étaient des femmes de loi. Toute la cité d'Ursina était gérée par des lois. Il n'y avait pas une responsable des cités, mais plusieurs. Chaque responsable a été élu par une centaine d'Atlantes, hommes et femmes, à parts égales. C'était comme une démocratie, mais très transparente. De la part de ces femmes émanaient des lois qui étaient sans cesse revues, qui s'adaptaient sans cesse à l'état de la cité. Donc une personne n'avait le droit de déroger aux lois, sans quoi elle risquait sa vie. Quand une loi était promulguée, tout le monde le savait. Personne n'avait le droit à l'erreur. Il y avait beaucoup de lois sur le respect de l'autre. Il y avait une loi sur le respect de l'eau. L'eau était sacrée. On ne pouvait pas jouer avec l'eau. On ne pouvait pas la jeter. Si on la portait à la bouche, il était interdit de la cracher. Quand on se lavait dans des thermes,
l'eau était retraitée avant d'être laissée en terre pour être purifiée. Tous les jours, au lever du soleil, un tout petit peu avant, la méditation, la transe, était de rigueur. Elle ne faisait pas partie d'une loi, mais tout le monde l'appliquait. On commençait la journée avec une transe. Cette transe permettait d'éviter bien des pièges. Ensuite démarrait la journée de travail. Les femmes qui cuisinaient avaient aussi des hommes à disposition pour les aider. Et ces hommes emmenaient les repas à ceux qui partaient toute la journée. Ils emmenaient aussi les repas où ils étaient destinés. Il y avait un conseil des sages. Dans ce conseil des sages, il n'y avait que des prêtres et des prêtresses. Les seuls êtres masculins à être masculins, autant respectés que les femmes, étaient les prêtres. Il y avait 70 prêtresses et 70 prêtres. Chaque loi proposée par les femmes devait passer par le Conseil des sages. Le Conseil des sages donnait une approbation cosmique à la loi. S'il ne l'avait pas, la loi ne pouvait être appliquée que pendant 4 cycles lunaires. Au-delà, elle devait être revisitée. Donc je demande, ça correspond à combien de temps? 4 cycles lunaires. 4 cycles lunaires. Donc 4 cycles lunaires correspondent à 8 mois. La ville était composée de quartiers d'habitation. D'un côté, un autre quartier toujours inhabité la nuit. Non, 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 non. La ville était composée de quartiers d'habitation, d'un côté, un autre quartier toujours inhabité la nuit, que habité le jour pour les travailleurs, où ils fabriquaient les roches liquéfiées, principalement, où il y avait aussi des chaudronniers, des charpentiers, des tuiliers, des cordonniers, des cordeliers. Tous les métiers étaient regroupés dans ce quartier, mais personne n'y vivait. Il y avait un autre quartier un peu plus loin, qui était réservé
aux enfants jusqu'à 2 ans. Totalement à l'est, il y avait le cimetière. Un autre quartier, un quartier spirituel, il est composé de 7 temples. Chaque temple représente un chakra. Quand on le regarde du haut, on croirait un corps éthérique. Les temples sont disposés comme les couches du corps éthérique. Et encore un peu plus loin, il y a d'autres temples, un autre quartier avec d'autres temples qui ressemblent à cela, mais ce sont les temples des lois. Il y a un temple pour les lois de tous les jours, un temple pour les lois cosmiques et un temple pour les lois martiales. C'est magnifique. Il y a des colonnes. Ça ressemble un peu aux colonnes romaines. Les Grecs et les Romains ont tiré ça des Atlantes. Les temples romains et grecs sont immenses parce que ces temples étaient immenses. Au moins une fois par semaine, chaque Atlante doit se rendre dans le quartier de la spiritualité et au bout de 7 semaines, il faut qu'il ait fait chacun des temples, chaque chakra. Il doit entretenir ses chakras. Ça lui permettait d'être toujours en bonne santé, avant chaque rapport sexuel. Il devait méditer. Il devait le faire au moins chez lui. Il devait mettre son corps en état réceptif. Pareil pour la femme. Les femmes avaient un appétit sexuel démesuré par rapport à l'homme. Elles n'envisageaient d'ailleurs pas de rapport sans orgasme. Les débuts, c'était très frustrant pour les hommes. Au bout de quelques temps, quelques mois, le couple devait être capable d'avoir des montées de Kundalini. Quand ils étaient parvenus à avoir cette montée, ils allaient dans le temple du chakra du cœur, dans le quartier spirituel. Ils réservaient une salle dans ce temple et ils devaient s'employer à une position bien spécifique. Ça les faisait évoluer physiquement et spirituellement. Quand c'était réussi, physiquement ils grandissaient. Les plus petits Atlantes mesuraient 1,90 m. Les plus grands, presque 2,40 m. Les plus grands avaient de régulières montées de Kundalini. Les femmes étaient aussi grandes que les hommes. Même si elles paraissaient plus faibles physiquement,
elles avaient le pouvoir d'anéantir un homme. Les hommes savaient et connaissaient la puissance des femmes. Une femme n'était jamais agressée. Si ça arrivait, l'homme perdait sa vie. Le quartier des métiers, des emplois, des travailleurs était interdit aux femmes. Le quartier des lois était interdit à toutes les personnes, sauf celles qui venaient voter les lois, les proposaient, et les sages. Le cimetière n'était visité qu'une fois par an. On n'allait pas déranger les morts. On avait aussi comme un mélange, un quartier populaire qui se trouvait au centre de la ville. Ici étaient pratiquées toutes les festivités. Elles démarraient en général dans le quartier spirituel. Il n'y avait pas de Dieu à idolâtrer. Des prêtresses donc, à l'époque atlante, Mamakia était prêtresse et elle présidait toutes les festivités. Ensuite, ce quartier appelé quartier populaire était envahi. Certaines débauches étaient permises, un peu comme les fêtes que faisaient les Mayas au Machu Picchu. Des gardes éthériques étaient en action et surveillaient. Donc des consommations de matières illicites étaient autorisées. Ça libérait les personnes, ça leur donnait une transe encore plus profonde. Ils arrivaient à visiter d'autres mondes, d'autres dimensions, beaucoup plus puissamment. Quand la fête était terminée, on s'assurait que personne n'était contaminé. Ces fêtes avaient lieu à chaque éclipse solaire. À cette époque, l'astre principal était la Lune et non le Soleil. Pour qu'on puisse se l'imaginer, il y a un reportage
Le télépathe capte un objet rond, couleur un peu jaune, qu'il a posé sur un support qui est devenu transparent. Donc ça permet de voir avec nos yeux des mondes d'ailleurs. Donc c'est de là qu'est sortie la fameuse boule de cristal. Les humains parlent de boule de cristal parce que ils ont dans leur mémoire cette boule. C'est pas du cristal. C'est une matière qu'on n'exploite pas encore. Et ça permettait de voyager dans d'autres mondes, mais juste avec nos yeux. S'il pose ses mains dessus, il pense très fort où il veut aller, ça le dirige et il voit ça dans la boule. Il ne le vit pas, mais il le voit. Donc les moins aguerris avaient droit à cette boule. Donc je demande si c'est quelque chose qu'ils avaient chez eux. Donc c'est dans le dernier quartier dont on va parler. C'est le quartier du savoir. Il y a 6 temples. Ce sont les temples des instructions où on enseignait l'amour, le partage, la solidarité, tout ce qui s'ensuit. Donc chaque temple avait sa particularité et au milieu il y avait la bibliothèque. Donc cette boule, elle est à la bibliothèque. Il y a 7 étages, l'équivalent de 130 000 livres. Chaque livre représente en information plus de 100 livres, à nous de 1000 pages. Est-ce qu'ils avaient de l'argent comme chez nous? Comment est-ce qu'ils achetaient? Est-ce que c'est du troc? Est-ce qu'ils avaient besoin de choses pour se vêtir? Comment faisaient-ils? Aucun troc, aucune monnaie d'échange. L'équité sur le plan matériel était totale et parfaite. Chaque femme et chaque homme, mais plus les femmes, ils ont un métier qui leur est donné. Les femmes s'occupaient beaucoup de la partie vestimentaire, dû leur habileté manuelle. Chaque femme faisait des vêtements sans savoir pour qui il était. Chaque femme cuisinait sans savoir pour qui elle cuisinait. Et chaque homme construisait sans savoir pour qui il construisait. Chacun faisait pour tout le monde. Tout le monde avait un chez-soi, le même matériel, les mêmes tenues vestimentaires. Tout était équitable. Tu n'avais pas à envier ton voisin puisqu'il avait les mêmes choses que toi. Chaque vêtement abîmé était remplacé sur le champ. Chaque objet détérioré était remplacé sur le champ. Il n'y avait pas d'échoppe. Tout partait du quartier des métiers. Absolument tout était fait là-bas. Et ensuite, ça partait chez les personnes qui en avaient besoin. Et quand les personnes elles avaient besoin, par exemple, d'un nouveau vêtement ou d'une nouvelle paire de chaussures, ils allaient réclamer ça où?
il y avait des maîtres de quartier. Donc dans le quartier des habitations, il y avait un maître pour environ une centaine de maisons. Quand tu avais besoin de quoi que ce soit, tu t'adressais à ce maître. Très souvent, c'était une femme, majoritairement des femmes. Donc si tu avais besoin de quelque chose, tu lui demandais. Si on te confiait une mission particulière qui nécessitait d'avoir par exemple une hache ou quelque chose comme ça, en général, quand on te donnait la mission, on te donnait ce qu'on te fallait, on te donnait ce qu'il te fallait. Si on sentait la nécessité d'avoir autre chose, tu demandais au maître de quartier. Et il te faisait apporter ce dont tu avais besoin. Une fois ta mission terminée, tu n'avais plus besoin de ce que tu as demandé. Tu le disais au maître de quartier et une équipe venait récupérer le matériel. Quand les hommes partaient cueillir des plantes, des fruits, il y avait un rituel. Une demande était faite à la plante avant d'être coupée, à l'arbre avant de prélever ses fruits. Chaque blessure faite était soignée. Soit on ramassait les fruits qui étaient tombés, soit avant de les cueillir, on faisait une demande et on soignait la plaie. Une argile de type violette les Atlantes communiquaient beaucoup avec les plantes. Quand ils avaient fini leur cueillette, ils cueillaient beaucoup de baies. Ils s'installaient tout autour des buissons qu'ils avaient cueillis. Ils jouaient tous de la flûte. Et les plantes adorent la musique. C'était une manière de les remercier et les plantes remerciaient les Atlantes. Elles étaient là pour les nourrir. Et quel est un repas type Atlante? Ils se nourrissaient de quoi? Et à quelle fréquence? À quelle quantité? Ils mangeaient principalement le matin. Ils mangeaient beaucoup le matin. Ils consommaient beaucoup de miel. Il y avait énormément de ruches tout autour de la cité. Il y avait déjà le métier d'apiculteur. La parfaite communion avec les insectes leur permettait de prélever le miel à des moments précis, à main nue sans aucun équipement. Pas une seule abeille ne les piquait. Les abeilles s'écartaient pour les laisser prélever le miel. Quand les abeilles avaient besoin d'agrandir la ruche, elles le faisaient savoir et l'apiculteur agrandissait ou construisait une ruche plus grande. L'apiculteur était toujours accueilli par les abeilles. Il ne tuait aucune abeille. Il faisait toujours attention de ne jamais en écraser une. Il y avait une communion entre les abeilles, qui étaient d'ailleurs plus grosses qu'aujourd'hui, et l'Atlante. Elle faisait 2 fois la taille d'un frelon. Tout était plus grand à l'époque. Le miel était très très énergétique. À partir de 12 ans, plus aucune consommation de lait n'était autorisée, sauf en cas de maladie et d'urgence. Ne consommait principalement que du lait de chèvre. Le lait bovin était très mal perçu. Aucun animal n'était mangé. En cas de pénurie très grave ou de maladie grave, de très très rares sacrifices étaient faits. Chaque animal était respecté. Seul
les reptiles étaient chassés. Non tués, mais éloignés de la cité. Ça leur était strictement interdit. Donc là, on parle des reptiles, des serpents, des lézards. Les serpents étaient constamment éloignés. Les lézards étaient tolérés. Chaque animal ne craignait pas les Atlantes. Les Atlantes n'ont jamais été agressés par les animaux. Ils étaient tous à majorité herbivores. Les carnivores ne mangeaient que des insectes, qui étaient réellement gros à l'époque. Les félins particulièrement mangeaient de grosses... Les félins mangeaient de gros scarabées, des scorpions. Ils étaient gros comme des chats. Et ils étaient sans âme, donc ils s'en nourrissaient. Il y avait aussi des sauterelles qui avaient la taille d'un écureuil. C'est pareil, ils les consommaient. Autrement, les félins mangeaient énormément d'herbes et quelques baies. Les oursidés étaient tous sans exception herbivores. Beaucoup de baies. Ils étaient friands de miel aussi. Des ruches naturelles que l'homme s'interdisait de toucher ne servaient qu'aux ours. Et c'est pareil, les abeilles les invitaient à venir se servir. C'était une communion entre eux. Une rare race d'ours se nourrissait de poissons aussi. Il n'y avait pas de canines dans les bouches des Atlantes et non plus pas dans les bouches de tous les félidés, de tous les canidés et de tous les oursidés. Nos canines humaines sont le résultat d'une manipulation génétique. Nous ne devrions avoir que 6 incisives en bas, 6 en haut, 4 prémolaires en haut, 4 prémolaires en bas et tout le reste des molaires. Uniquement, pas de canines. Les canines sont l'objet d'une manipulation tous les animaux avaient le droit de pénétrer dans la cité. Un animal blessé était tout de suite recueilli et soigné. Un animal vieillissant et mourant était pris en charge par un Atlante. Il s'allongeait à côté de lui et il l'aidait à mourir en paix. Que l'animal soit grand ou petit, il mourait toujours en compagnie d'un Atlante. C'était très rare que l'animal meure seul. Est-ce que ça existait, les chiens, les chats? Oui. Ils avaient des animaux de compagnie? Oui. C'était pas vraiment des chats, c'était plus des pumas. En fait, chaque animal choisissait une maison. Les lynx ou pumas étaient particulièrement prisés par les Atlantes. Il y avait aussi beaucoup de loups qui ont donné lieu ensuite aux chats, aux chiens. Les loups étaient aussi très prisés. Loup et puma s'entendaient à merveille. Ils jouaient ensemble. Beaucoup étaient amis. Il y avait des grands liens d'amitié entre les canidés et les félidés.
malgré la supériorité du félidé, supériorité physique indéniable, jamais il n'a fait preuve de violence envers le loup. Le loup donnait beaucoup plus de lait que ne donnait le lynx. Beaucoup de louves ont allaité des petits lynx. Et beaucoup de lynx se sont occupés de petits loups, sans pour autant les allaiter, mais il y avait comme un partage de connaissances entre les deux races. On ne voit pas cette agressivité entre chien et chat à cette époque. Plusieurs familles avaient les deux, et loup et lynx. Cependant, ils ne dormaient pas dans la chambre. Ils avaient le droit à toute la maison sauf la chambre. Aucun animal n'y pénétrait. Ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit d'y pénétrer. Bien qu'elle était entièrement ouverte, pas de porte, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas y pénétrer. Aucun animal n'y pénétrait. Mais les animaux étaient respectés comme l'étaient les Atlantes. Quand il y avait des fêtes, les animaux étaient là, ils sentaient la joie des Atlantes, et eux aussi étaient dans la joie. Un enfant pouvait aisément aller vers un lynx, l'embrasser, jouer avec. Pas une griffe, pas une morsure, rien. Le lynx jouait autant que l'enfant en avait envie. Le loup, c'était pareil. Beaucoup d'enfants montaient sur le dos des loups comme si c'était un cheval. Le loup était plus robuste de la colonne vertébrale que le lynx, donc très souvent le loup servait de poney en fait aux enfants. Le loup mesurait plus d'1,20 m au garrot à l'époque, c'était énorme. Il était monstrueux, très très grand. Donc je demande si les loups-garous existent réellement, juste une question comme ça. Ils ont existé, oui. C'est une machination d'Anu. Les premiers loups-garous sont dus à une mauvaise manipulation génétique des Anunnaki. Le télépathe est emmené. Le télépathe capte un endroit où il n'y a que de la verdure. Il capte que c'est un endroit où tous les Atlantes peuvent venir plusieurs fois par mois. Qu'il y a des animaux qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vus. Il voit des oiseaux. Il y a aussi des petits écureuils, pleins de rongeurs. Ils viennent le saluer, ils montent sur lui, ils descendent. Cet endroit, c'est un peu comme un paradis. Ce lieu, on l'appellerait le paradis. C'est la perfection de la nature, la perfection de la source. Il n'y a pas un seul défaut, pas une seule agressivité. Une flore qui est là pour nourrir la faune. Une faune qui respecte la flore et une flore qui respecte la faune. Quand il marche, il est en lévitation. Les animaux aussi, pour ne pas détruire ce qu'il y a sous les pieds.
il y a des insectes, toute une vie sous les pieds. Il ne faut pas détruire. Il dit que c'est magnifique, c'est trop trop beau. On a encore cet endroit sur Terre. Il est pour l'instant extrêmement caché. Il est aussi grand que la France. Cet endroit est pour l'instant bien protégé. On y retrouve les animaux, mais à leur état originel. Donc ce lieu est protégé, et il y a les animaux à l'état originel. Donc cet endroit est préservé. Il y a aussi des humains à leur état originel. Des Atlantes et des humains adamiques. Donc je demande s'ils connaissent notre existence et il dit oui. Ils ont honte de l'évolution. Et comment s'appelle ce lieu? Narnia. Comme le film, oui, il tire son nom de là. Il capte un lion. Donc je dis oui, c'est un des héros. Le lion est considéré comme le roi de la jungle parce que dans Narnia, c'est l'être le plus respecté. Il a gardé cette notoriété dans la vie humaine. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on le dit roi des animaux. Donc Narnia est un film révélateur, à prendre extrêmement au sérieux. Donc dans le film, il y a un vortex, un portail dans le fond de l'armoire, et tout ce que voit la petite fille existe. Donc je vous invite donc à regarder cette trilogie Narnia. On arrive à la fin de cette deuxième partie consacrée aux Atlantes. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin d'être prévenu dès qu'une vidéo est postée. Likez pour qu'elle soit bien répertoriée. Et abonnez-vous également à mon autre chaîne Odyssée qui est en lien dans le descriptif s'il y a un souci avec YouTube. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite de la vie des Atlantes.